j'aime pas les grands mots, mais si je dis cours, ça, c'est pas un cours. Donc, Discussion. alors commençons un peu de manière un peu générale, parce que, comment dire, parler ici, c'est pas la première fois. J'ai déjà parlé ici. Et ah ben voilà des arrivants. Est-ce qu'ils arrivent pour la conférence? Parler ici, c'est un honneur. Comment dire? C'est un plaisir rare. Parce que nous sommes dans un lieu qui a une grande valeur. Grande valeur, on va avoir par rapport à Roubion même, mais grande valeur dans l'absolu. C'est-à-dire que ici, on est dans un lieu qu'on va retrouver dans les grandes villes, je veux dire, un peu partout, c'est-à-dire aux portes de la ville, en dehors des remparts, aux portes de l'espace aménagé, construit, c'est-à-dire, il y a un croisement de chemin, un carrefour, et au carrefour, il se passe toujours quelque chose dans l'histoire d'une ville. À Paris, il y a toutes les portes de Paris où il y avait les marchés, c'est devenu des places. Hein. Et souvent, dans toutes les villes, on se rend compte qu'il y a une logique comment dire, de création de places au carrefour. Pas simplement dans le centre, comme on est ancien, près de la cathédrale, etc. Mais au carrefour. Ici, on est dans un carrefour qui a une grande force. La force, bon, des sentiers qui partent dans des directions différentes, qui convergent vers la porte. Il y a la chapelle, qui est un lieu, comment dire, un lieu sacré. Donc, ici, c'est quelque chose qui a une valeur au niveau de l'histoire des villages et de l'histoire de la ville en général, c'est l'histoire des centres habités. Moi, j'ai enseigné 30 ans dans une école d'architecture, j'ai enseigné l'espace aménagé, l'espace urbain, l'espace rural et l'espace architectural, plus que le projet d'architecture lui-même. C'est-à-dire d'enseigner aux étudiants comment comprendre l'espace, le sentir. Donc l'histoire a une grande importance, bien entendu, mais pas l'histoire pour la réciter. L'histoire pour comprendre le pourquoi, et en même temps l'importance de ces lieux où des gens se retrouvaient, et se retrouvent encore, ce qu'on appelle la place. Donc c'est une place publique ici. Ça paraît un peu exagéré, mais très souvent dans ce que je dis, moi, en général, on me dit tu exagères. Oui, j'exagère, voilà, j'exagère. Je crois que c'est important d'exagérer. D'exagérer, c'est-à-dire de pousser la signification à l'extrême. C'est une position, on va dire, philosophique. Je n'ai pas inventé, d'autres l'ont trouvé avant moi. C'est-à-dire si on ne va pas au bout de quelque chose dans l'extrême, on perd, on risque de perdre. Donc exagérer, c'est pas, même si je suis marseillais, mais je trouve que c'est une vertu, l'exagération. Bien sûr, à la condition à un moment donné de relativiser, mais pousser le bouchon loin pour pouvoir ne rien perdre, ou perdre le minimum, garder l'essentiel. Voilà. Donc une place publique. Et place publique, ça veut dire aussi, c'est le rassemblement pour le marché. Place publique, c'est aussi l'origine même de notre civilisation, on va dire, occidentale. Athènes, l'agora, où se débattent les affaires publiques. Donc presque, je m'imagine être ici à Athènes sur la Pnyx. La Pnyx, c'était un espace où les orateurs parlaient aux citoyens. Des citoyens, des gens donc qui jouaient un rôle dans la destinée de la cité. Donc c'est la naissance de la démocratie, là où on parle à égalité. C'est-à-dire on est tous des citoyens, donc moi je suis comme un citoyen, je m'adresse à vous qui êtes des citoyens et qui êtes libres de m'écouter et après d'intervenir et d'avoir des avis divergents ou convergents, en disant il faut aller plus loin dans cette direction, parce qu'il y a échange. Donc c'est un lieu d'échange. Voilà. L'agora à Athènes était un lieu d'échange. On va dire, mais qu'est-ce qu'il va raconter? Il nous parle d'Athènes, etc. On est venu à la chapelle de Roubion. Et c'est pour dire qu'on est lié au monde. On est ici, mais lié au monde. Et que ça, on ne doit pas l'oublier. Donc, autre chose à dire, par exemple, dans l'exagération, c'est que j'ai noté que, l'espace qui est à l'intérieur de la chapelle a presque une correspondance ici à l'extérieur. C'est-à-dire que la distance de l'entrée vers le fond de la chapelle et de l'entrée vers la paroi est identique. Et ça ressemble beaucoup à une place que j'ai beaucoup aimée, toujours en Italie, à Florence, la Piazza Santa Croce. La place Santa Croce à Florence, où il y a effectivement une église, et
son volume est identique à celui de la place à l'extérieur, c'est-à-dire une sorte d'harmonie d'intérieur, extérieur et de communication. Alors quelqu'un peut dire, mais qu'est-ce qu'il raconte encore Roubion, Florence? Mais c'est, comment dire, notre culture, c'est celle-là. C'est-à-dire que ce qu'on apprend pendant les voyages, qu'on a pu sentir pendant un voyage, eh bien on le garde. On le garde et on peut le retrouver à des occasions qui paraissent plus modestes, mais qui, pourquoi elles sont plus modestes, mais on est dans des espaces de vie. Et donc, ça a beaucoup de signification. Donc, de conserver en mémoire, pas pour réciter, mais pour sentir. Donc, avoir senti pour moi la Piazza Santa Croce à Florence, c'est sentir encore plus un lieu à Roubion. Voilà. Pour parler des références, vous savez, je vais parler d'autres références. Alors, pendant 3 heures, j'ai le temps de citer des philosophes, des poètes, etc., etc. Donc, des références, mais références pas pour montrer que je sais des choses, qu'on n'est pas là pour épater le monde, mais références vivantes. Voilà. Qu'est-ce que ça m'apporte en moi, dans mon âme, dans mon cœur, ce que j'ai lu, qui m'a nourri et que je peux traduire. Je dirais, avec le plus de justesse possible. Quelqu'un peut dire, moi je ne partage pas. Eh bien, on ne partage pas, ce n'est pas une obligation. Mais je prends position, voilà. Donc pour dire que dans l'intervention qui est la mienne, c'est celle de quelqu'un qui a travaillé on va dire, dans l'enseignement supérieur, dans la recherche, etc. Mais ce n'est pas une vérité, c'est une prise de position aussi. Donc je prends une position. Et ça, c'est important parce que je crois que c'est trop... ça me gêne toujours quand il y a des exposés soi-disant objectifs. Neutre. Moi, je ne suis pas neutre. Je prends position. Alors après, on peut débattre. Quelqu'un peut avoir une autre position, mais au moins il y a position. Voilà. Et on va voir pourquoi je dis ça. Je vais vous expliquer. Donc ici, on est encore dans un lieu qui est celui qui a rapport à la place, donc l'histoire de la place. J'ai voulu évoquer ça. Mais au-delà de la place, au-delà de l'histoire de l'humanité, etc., il y a l'histoire de l'humanité, l'histoire elle-même, il y a le mythe, il y a quelque chose qui va au-delà pour l'humain. Ici, on est dans une nature grandiose. On est dans une nature et aussi, je voudrais évoquer quelque chose parce que ici, juste au-dessus, il y a ce sanctuaire. Moi, je suis, fortuné, m'a transmis ce désir de connaissance. Oui, le premier, c'est toi. Et par rapport au sanctuaire gaulois qui a été découvert là-bas, et qui amplifie, je dirais, notre paysage, qui amplifie l'histoire et notre sensation de ce qui est vécu ici. Donc on est dans un monde ici, dans un univers qui est, on va dire, l'univers chrétien qui est là. L'univers chrétien, ça veut dire comme une église, quelque chose qui porte à l'infini. Et puis il y a l'univers de tous les dieux de l'histoire, des dieux antiques, dont sur le site gaulois ou ailleurs, tout autour de nous, il y a eu les dieux antiques. Je dirais presque qu'il y a un dieu antique qui nous écoute ici dans un coin, pour évoquer quelque chose qui a un rapport avec l'exposition, ou bien une ronde antique dans une clairière, dans les célébrations, je dirais, ça peut faire penser au bacchanal, ça peut faire penser... Et on reviendra peut-être à Dionysos, le fils de Zeus, Dionysos, qui est là, qui a été transformé en chevreau. Et Dionysos, c'est le dieu de la fécondité de la nature, voilà, plus qu'autre chose. Donc les bacchanales, c'est des danses, des chants en l'honneur de la nature. Donc on est dans un milieu, je dirais divin, c'est-à-dire qui nous porte vers la transcendance de l'homme. Et on est là, encore une fois, je survalorise avec exagération ce lieu, comme Roubion même, et je serai peut-être dans un autre lieu, je ferai de même. Pour dire que presque partout où on est, il y a l'humain dans sa dimension, pas simplement ici, là, avec nos intérêts, petits intérêts, petits problèmes, etc., mais liés à l'univers. Donc je crois que quelque chose, c'est comme préalable, ça me paraît important. Voilà.
Donc la chapelle a quelque chose d'historiquement sublime par, je dirais, ce qu'un philosophe a catégorisé comme étant le sublime, comment dire, du divin, qui est porté par le lieu, par le temple chrétien. Alors que le temple antique, grec ou autre, il était beau parce que le Dieu l'habitait. Quand on a détruit les temples, il n'y avait plus les dieux. On a pu détruire les églises, il y avait encore le Dieu. Donc on est en rapport avec l'histoire, mais une histoire qui est la nôtre, hein, qui est celle de tout notre passé de l'humanité. Donc dire ça, je dirais, quelqu'un va dire, mais c'est évident. Eh bien oui, je vais dire que mon intervention a un contenu un peu philosophique. On va parler un peu de philosophie, de manière simple. Parce que la philosophie, c'est ce qui va à l'essentiel. Et je dirais, c'est ce qui va à l'évidence. C'est pas autre chose que l'évidence, qu'on oublie constamment. On oublie constamment. Donc j'insisterai beaucoup sur la vie, parce qu'on est vivant. Parce que j'ai dû dire pendant 30 ans d'enseignement à des étudiants d'enseignement supérieur, mais est-ce que tu es vivant quand tu dis ça ou est-ce que tu n'es pas vivant? C'est-à-dire de réciter des tas de choses complètement artificielles, de copier ici, de copier là, mais qui tu es toi? Tu n'es pas vivant. Moi je veux que tu sois vivant, que tu existes, et pas que tu veuilles m'en mettre plein les yeux par des fausses connaissances. Et que ça c'est fondamental et si on veut être. Et donc on comprend tout de suite là qu'il y a quelque chose qui a un rapport avec le réveil. Bon, mais justement, je vais en parler du réveil maintenant, parce que le titre de cette intervention c'est l'art et le réveil. Donc je dois quand même un peu expliquer qu'est-ce que j'entends par art et qu'est-ce que j'entends par réveil, même si on peut déjà sentir ce que je veux dire. L'art qui nous promeut dans un réveil dans notre vérité, voilà, qui nous transcende, on va dire. Voilà. Alors, moi j'ai vu quelque chose qui avait un rapport avec mon sujet ici, là. Il y avait la ronde, des gens arrivent, etc. Et puis une petite fille, j'ai une photo, malheureusement, j'ai pas de projecteur ici, etc. Mais la photo, je l'ai gardée. Petite fille qui entre dans la ronde et qui montre du doigt une danseuse. Elle montre du doigt. Et je me suis dit, ça c'est formidable. Ça c'est formidable. Elle a montré du doigt. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle s'est éveillée à quelque chose. Elle s'est éveillée à quelque chose qui l'a touchée. Elle était émerveillée. Et je dirais, en étant émerveillée, elle était éveillée. Elle s'est éveillée sans dire un mot. Sans dire un mot. C'est-à-dire simplement, elle a senti, elle a souri, et elle a montré. Et là, on est presque à l'origine de tout. L'indication dans l'histoire on va dire, de la linguistique, c'est le premier geste de communication entre les hommes, avant de parler. Montrer. Montrer le danger, montrer le beau, montrer le geste. Le geste. Elle a fait ce geste initial ici, tout simplement. Et je dirais que là, tout d'un coup, je rencontre quelque chose qui va avoir un rapport avec l'art. C'est une phrase du grand écrivain Gabriel Garcia Marquez qui a écrit « Le monde était si récent que beaucoup de choses étaient privées de nom, et pour les citer, pour leur donner une signification, il fallait les montrer du doigt. » Donc il veut parler d'un monde où la parole n'était pas encore suffisante pour exprimer ce que l'on voyait. Donc on montrait. Mais en disant ça, il nous amène au monde d'aujourd'hui. Il y a tant de choses pour lesquelles on n'a pas de nom et on doit indiquer du doigt, c'est-à-dire sentir. Sentir. Et une fois qu'on a senti, après peut-être on peut chercher les mots pour le dire. Si un poète n'a pas perçu avec émotion quelque chose, qu'est-ce qu'il peut écrire? Qu'est-ce qu'il peut écrire? Si un artiste n'a pas perçu quelque chose avec son émotion, mais qu'est-ce qu'il peut peindre? Qu'est-ce qu'il peut exprimer? Donc, quelque chose qui est souvent négligé dans l'univers dans lequel on vit, malheureusement. Moi, je l'ai vécu avec des étudiants pendant tant d'années.
c'est-à-dire le refus de l'émotion presque. Comme si l'émotion c'était à proscrire si on veut devenir quelqu'un, si on veut être un savant, si on veut être un architecte, pas d'émotion. Une fois j'ai rencontré un architecte qui était d'ailleurs à Florence, et je lui ai parlé de poésie, il m'a dit j'ai pas le temps pour la poésie. Et maintenant il écrit des poèmes. Bon, je veux dire, tant mieux, tant mieux, mais il m'a dit ça. Il m'a dit ça, pour dire que moi, bon, avec ma poésie, et pourtant il faisait des projets, je disais, mais là tu manques de poésie. Bon, peut-être il n'était pas content, mais ça va. Donc, les choses ont précédé les mots. Tout ça, c'est pour valoriser l'émotion. Dire, avant, quelqu'un arrive dans un musée, par exemple, combien de fois j'ai vu ça, et commence à parler alors qu'il n'a pas senti. Il voit un tableau et commence à parler du tableau. Il n'a rien perçu, rien, et il commence à parler. Parce qu'il a reconnu que c'était un tel qui avait peint ça, etc. Et il a commencé à sortir son érudition. Mais sans sentir. Oh là là, je me dis, mais ça c'est terrible. Moi je suis allé, je me souviens, plusieurs fois, je suis allé à le Duomo de Saint-Pierre à Rome, devant la Pietà de Michel-Ange. Et là, j'étais transcendé par la Pietà, chaque fois de manière nouvelle, et tout d'un coup arrive un guide derrière avec un groupe et qui commence à expliquer quand elle a été faite, quelle matière, à quel moment, quelle période de ceci, etc., etc. Et les gens qui écoutent l'explication sans rien sentir de la sculpture. Qu'est-ce qu'elle exprime, être confronté à l'œuvre, soi-même, sans avoir peut-être besoin de guide. Peut-être après on peut prolonger. Mais si soi-même on n'a pas senti, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre réellement? Donc moi je suis provocateur. Je dis ça, quelque chose qui ne me va pas. Et qui m'a mis en rage pendant tout mon travail d'enseignant. Voilà. Alors, ici on va comprendre donc le réveil déjà comme quelque chose qu'on va appeler le plaisir d'être. Je m'éveille parce que j'ai le plaisir d'être. Tout d'un coup, je deviens moi par mon plaisir. Voilà. Et là, je vais devenir épicurien. C'est le philosophe grec Épicure, tout le monde sait plus ou moins qui est Épicure. Épicure disait il faut que l'homme toi qui n'es pas de demain, toi qui es de maintenant, tu n'es pas de demain, tu ajournes la joie. Si tu déplaces ta joie pour plus tard. La vie périt par le délai et chacun de nous meurt affamé. C'est-à-dire qu'il avait compris que ce que tu vis, prends-le. C'était dans l'Antiquité une grande position philosophique de dire vis l'instant. On ne doit pas l'oublier ça. C'est pas parce qu'il y a eu des tas de courants de pensée, mais ça c'est fondamental. Hein, de se déplacer, sans cesse. Alors cette petite fille qui vivait cet instant, pour moi, elle était emblématique. Autre chose d'emblématique, c'est voyant passer ici des personnes toutes avec des casques, avec des cordes, avec des quantités qui allaient directement vers quelque chose qui s'appelle la Via Ferrata. Eh bien, tout d'un coup, ils s'arrêtaient là et ils entraient dans la chapelle. Et tout d'un coup, ils ont oublié le but qui était d'aller grimper, etc., pour, s'ouvrir à quelque chose. Pas tous, hein, mais un certain nombre quand même. Je me dis, ça c'est bien, c'est à penser. Quand nous, on va en ville ou n'importe où avec notre but, toujours le but d'aller faire ceci, d'aller faire cela, et d'oublier qu'on marche, qu'on est quelque part et qu'on rencontre des gens, donc de prendre le temps à un moment donné, de dire, tiens, je m'arrête, je regarde, je rencontre des gens. Moi, j'habite en plein centre de Marseille, et souvent, je me sens pas bien chez moi, j'en ai marre, je sors, je vais sur la Canebière, sur le Vieux-Port, simplement pour voir les gens et les rencontrer sans leur parler. Simplement, ils me voient, je les vois, ils ne me voient pas, peu importe. Mais il y a quelque chose qui se passe. Voilà.
et qui est ma disponibilité tout d'un coup. Laisser le travail, les réflexions, etc., pour s'ouvrir, ouvrir le champ. Donc Épicure, c'était la volonté de la vie simple et du respect de la nature. Vie simple, c'est-à-dire vivre l'instant, c'est vivre simplement. Il disait que le plaisir, le vrai plaisir, c'était pas les grands, par exemple dans la cuisine, c'est pas les grands plats cuisinés, mais c'est le plaisir que l'on éprouve à manger quand on a très faim et à boire quand on a très soif. Hein? Ne pas oublier ça. Ne pas oublier ça, parce que ça, c'est la base même. Si tout de suite on transpose le plaisir sur, comment dire, des choses, on perd de vue le rapport au réel, qui est notre vie. Et c'est pas, ce que j'ai dit, c'est pas une restriction. Quelqu'un va dire, ah, mais ça c'est mesquin, c'est rien ça. Comment c'est rien? De vivre, c'est rien. Hein? D'être abstrait au maximum, est-ce que c'est beaucoup? Parce que si on vit, et après, je veux dire, toute la culture qui peut exister, elle peut venir nourrir notre vie. Dans la vie, pas dans l'abstraction. Et ça, c'est quelque chose qui, ici, dans la position que j'ai par rapport au sujet qui est le mien aujourd'hui, qui a un rapport avec l'exposition d'Imelda, pour moi, c'est fondamental. Moi, c'est fondamental. On ne peut pas bien sentir une exposition comme celle-là si on ne la vit pas. Voilà. C'est-à-dire s'il n'y a pas l'émotion. Moi, j'ai vu des personnes qui sont entrées là, des personnes du village, mais tout d'un coup, il y a eu une perception autre de la chapelle. Quelque chose qui était la chapelle qui a été magnifiée. On y reviendra. On y reviendra parce que moi aussi, je l'ai perçu avec eux. J'ai senti qu'ils n'avaient pas les mots. J'ai demandé à une personne de me dire quel mot. Elle m'a dit, je crois, l'apaisement, quelque chose qui a fait un rapport tout d'un coup avec la paix. Hein, d'entrer là et de sentir quelque chose de nouveau, mais qui avait un rapport avec la paix, une personne du village. Hein, bon, donc pour moi c'est important, le rapport avec quelqu'un qui sent et qui va... Et je lui dis, exprime. N'attends pas de juger, de réfléchir trop, exprime ce que tu as senti. Ne l'oublie pas. Un peu comme le réveil le matin. On se réveille le matin, j'ai parlé avec plusieurs personnes, on a tout d'un coup des instants de lucidité. Garde-les, ces instants de lucidité. N'attends pas une heure, même 5 minutes, parce que ce sera déjà trop tard, tu vas oublier. Hein? Donc cet instant de lucidité, cet instant d'éveil. Donc c'est ça que j'entends par réveil. Donc ici, on est dans un contexte qui est déjà un contexte de réveil. Réveil, la nature, la chapelle, les falaises, etc. Tout ça, c'est énorme. C'est énorme. Et si on a le sentiment d'être là, on est quelque part. Hein. Et tout ce qu'il y a dans ce quelque part, ça va prendre valeur. Voilà. Ça va conférer une valeur à ce que l'on voit et à ce que l'on est soi-même. Parce que c'est un des objectifs de ce que je veux, ce dont je veux parler, c'est bien celui-là, c'est-à-dire la valorisation de chacun. C'est-à-dire ne pas avoir peur d'être soi et d'exprimer ce que l'on sent, même si on ne se sent pas au niveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Être au niveau. Hein? On ne sera jamais au niveau par rapport à un grand savant. Mais ce grand savant, est-ce qu'il est lui-même au niveau? Le grand savant, lui, il est le plus modeste qui soit, dans la réalité. Hein, le vrai. J'ai jamais vu un vrai savant qui soit pas modeste. J'ai jamais vu un véritable architecte qui soit pas modeste par rapport à ce qu'il fait. Or, on est dans un monde de narcissisme souvent. Hein, toujours se gonfler, moi je suis ceci, je suis cela, etc. On est des hommes ordinaires, des êtres ordinaires, comme disait un philosophe américain qui s'appelait Dewey. Les êtres ordinaires, c'est des êtres normaux. Et moi, me considère comme homme ordinaire qui m'adresse à des êtres ordinaires, c'est-à-dire ceux qui sont le peuple de la terre. Hein, pas ceux. Alors, j'ai dit un peu, j'ai voulu exprimer un peu ce que ça voulait dire pour moi le réveil. Maintenant, parler de l'art. Hein, parler de l'art. Alors, parler de l'art. Qu'est-ce qu'on peut entendre par art? Voilà. Je crois que c'est fondamental. Donc, piocher un peu dans la philosophie.
pour voir ce que des grands philosophes ont pu dire. Donc je ne vais pas parler de grandes références, je dirais simplement à quoi on peut arriver, que l'art c'est toutes les formes du poème, avec un grand P, le poème. C'est-à-dire toute œuvre d'art qui suscite des émotions qui sont comparables à celles de la poésie. Donc penser l'art, c'est d'abord penser la poésie. La poésie qui a exprimé quelque chose qui a été senti avant de trouver les mots. Et donc, toutes les œuvres qui ont quelque chose, qui ont un rapport avec la poésie. Voilà. C'est ça le poème, et c'est ça l'art, tel que moi, quelle est la position qui est la mienne, mais qui est celle de nombre de penseurs. Donc je me lance pas dans n'importe quoi, mais sinon on ne peut pas s'entendre. Donc on va entendre par art, poésie, peinture, sculpture, etc., etc. Peut-être en laissant de côté la musique, qui est quelque chose qui est sorte de le tout. Tout est musique. Cette danse-là, elle est musique. La nature, elle est musique. Donc la musique, c'est le tout. Comme l'exprimait le poète Rilke, le tout qui s'approche. Donc la musique, elle est tout. Donc ici, je n'en parle pas, je la laisse, elle est toujours là, autour de nous. Mais dans l'art, je dirais aussi l'architecture. L'architecture, dans le sens de l'architecture qui nous provoque des émotions. Des émotions là où elle est. C'est-à-dire quelque chose qui a place sur la terre, dans certains endroits, qu'on va appeler des lieux. Un lieu. Le mot lieu, moi je passais des heures à expliquer aux étudiants qu'est-ce que ça voulait dire le lieu. Le lieu, le mot antique qui vient de lieu, c'est-à-dire l'étymologie, c'est la lumière. C'est-à-dire, tel que les anciens ont perçu la lumière dans la clairière, et la clairière est devenue sacrée. Lux en latin, mais lux en indo-européen, c'est le même mot. Et le lieu vient de la lumière. Le lieu vient du lieu sacré des Romains. Le lucus, le bois sacré. Donc lieu, c'est un mot qui a une force considérable. Et nous, on l'utilise banalement, sans cesse. Le lieu. Mais si on donne au mot son sens, alors tout d'un coup, quelque chose va se passer. Ici, moi je dis, on est dans un lieu. Un lieu dans le sens qui va chercher l'origine des mots. Quand on parle d'étymologie, par exemple, moi j'adore ça, mais c'est dans le sens d'aller chercher quand les hommes ont trouvé un mot tout d'un coup qui correspondait à quelque chose qu'ils ont senti, on va dire. Alors, faire réveiller ce mot aujourd'hui, le réveiller pour le sentir davantage et pour nous sentir nous-mêmes davantage. Pas pour dire, moi je connais de l'étymologie, moi j'ai fait du latin, j'ai fait du grec ancien, j'ai fait de l'indo-européen, j'ai fait de... Non, c'est pas ça. Tu l'as fait pourquoi ? Donc l'étymologie, et on va le trouver encore, dans le sens de la sensibilité, encore une fois. La sensibilité qui a pu être originelle. Et retrouver cette sensibilité originelle. Et on est des êtres humains comme ceux qui ont vécu avant nous, qui ont senti avant nous, et on sent comme eux. On n'est pas plus qu'eux. Voilà. Et ça, c'est fondamental. Parce qu'on a toujours l'impression qu'avec le progrès, nous, on est plus que les autres. Attends. Plus que qui ? Ça, c'est parce qu'on a plus d'instruments techniques, etc., etc. On doit oublier ça. On doit oublier ça, surtout dans le rapport à l'art. Sinon, voilà. Alors, tout ça pour dire que l'art, vu de ce point de vue, nous met presque dans l'obligation de nous libérer, je dirais, d'un certain nombre de murs qui nous enferment. On est dans une prison, d'une certaine manière, on reverra ça à la fin, où on nous dit c'est comme ça qu'il faut penser. Où on nous dit il faut consommer de l'art. Il y a un musée ici qui s'ouvre, il y a une exposition ici, alors on va ici, on va là, j'ai vu ceci, je vais à Paris. À Paris, j'ai 36 expositions à voir, il faut voir 36 expositions, etc. Mais ça, c'est quoi ? C'est une prison, c'est infini, on n'en sort plus de ça. Parce que dans la moindre exposition, on pourrait, devant une seule œuvre, s'arrêter un jour entier.
Donc on va consommer, consommer, consommer. J'ai vu un tel. Bon, ça. Je suis provocateur, mais j'exagère, mais ça fait rien. Parce que moi j'aime aller aussi voir des expositions. Donc je sais aussi le travers dans lequel je peux tomber. Hein, c'est pas parce que moi je vous parle que je suis infaillible par rapport à ça. Hein. J'entre dans une expo et je suis attiré, tiens, ça. Mais après je réfléchis aussi, elle me dit, mais où tu vas comme ça? Donc se poser des questions. Donc certains points de vue apportent quelque chose qu'on va appeler une certaine dimension critique. Dimension critique nécessaire pour le citoyen, celui qui pose des questions, celui qui veut être libre de sa pensée. Hein, on ne peut pas éviter ça, je crois. Donc l'art est souvent consommation. L'art est souvent aussi quelque chose qui est sur un piédestal. Alors c'est l'opposé. Il y a la consommation où tout le monde peut consommer, puis il y a le piédestal où jamais tu seras capable de comprendre parce que tu n'as pas la connaissance. Hein, parce que tu es un être ordinaire. Voilà. Moi j'admire ce penseur américain qui s'appelait Doug Dewey, avec tout un courant, hein, je veux dire, et qui disait, mais c'est fondamental de reconnaître ce qu'est l'homme ordinaire, sinon, même pour l'art, sinon on est en dehors du réel, et en dehors de l'intérêt de l'humain. L'art, c'est pour tout le monde, absolument pour tout le monde, et tout le monde peut avoir accès. Et lui, il expliquait que tout le monde pouvait avoir accès, mais chacun a une clé. On peut aider un peu, mais le rapport émotionnel avec une œuvre, il est originel et chacun peut l'avoir, à la condition de s'arrêter et de voir, tout simplement, d'être disponible, d'être réceptif, pas de passer comme ça de manière indifférente. Souvent on ne peut pas faire autrement parce qu'on est pris par nos soucis, mais pas toujours. On peut aussi se libérer, voilà. Donc, se libérer d'un certain nombre de contraintes qui nous viennent du système social dans lequel on se trouve et qui est normal qu'il soit. Hein, c'est normal qu'il soit. Donc moi je dirais presque c'est la position de l'être unique, qui est chacun d'entre nous, qui est un univers, et duquel jaillit sa propre, sa propre créativité, son propre désir d'infini. Et si on lui offre quelque chose qui a un rapport avec le don de ce qui transcende, alors il y a une réceptivité, il y a un échange qui se fait entre l'œuvre, donc entre celui qui a créé et celui qui voit. On y reviendra quelques instants là-dessus. Donc valoriser l'émotion de chacun. Parce que moi, j'ai trop souvent vu, mais même avec des étudiants, même des étudiants instruits quand même, etc., la peur de s'exprimer, la peur de dire ce que je sens. Parce que la peur de ne pas être à la hauteur toujours. Hein. Et ça, c'est terrible. Hein. Donc, ou bien une autre position qui est quelquefois le rejet, sans chercher à comprendre. Moi, l'art, je m'en fous. Bon, ça existe aussi. Hein, donc ça aussi, ça fait partie de la prison. On ne peut pas rejeter quelque chose qui est quand même appelé à transcender l'homme, sans lequel il n'y a pas l'être humain. Sans l'art, il n'y a pas l'être humain. L'être humain dans le sens, du vrai sens de l'humain, pas de l'être de consommation, etc. Hein, bon. Donc, quelque chose qui est une sorte de résistance à ce qu'on va appeler l'aliénation, qui est un mot qui fait peur, parce que c'est toujours pareil, des mots philosophiques, l'aliénation. L'aliénation, c'est l'expérience de la dépendance, c'est-à-dire d'être toujours dépendant sans jamais prendre soi-même la parole. Sans jamais la parole, c'est un grand mot, mais dire, voilà, moi je sens ça et je veux avoir un échange. C'est pas que je veux couper l'échange, mais je sens et j'exprime. Et je veux qu'on me réponde. Hein, je veux qu'on m'écoute. On parle beaucoup aujourd'hui d'écoute. Il faut écouter l'autre, mais ça aussi, ça peut être une rengaine sans écoute en réalité. Hein, tout. Donc, fondamentalement, pour se positionner par rapport à la vie, l'expérience de la vie, je veux dire, le sujet
le sujet, c'est-à-dire chacun d'entre nous, duquel jaillit quelque chose de vivant, voilà, qui est susceptible de jaillir en tout cas. Voilà. Donc, savoir que on peut ne pas savoir, et ce ne pas savoir, ça peut être quelquefois une chance. Quelquefois, trop savoir sur un sujet, c'est se priver d'expression par rapport à ce sujet. Hein? Trop de culture, c'est pas de la culture. Hein? Il y a comment dire, une sorte de vision des choses qui doit être toujours un peu rééquilibrée, revisitée. Hein? Devenir aveugle à ce qui t'aveugle. Ne pas te laisser aveugler, donc être aveugle à ce qui aveugle. Hein? Quelque chose qui me paraît aussi assez fondamental et difficile. Difficile parce que tout le monde est bombardé, c'est comme ça qu'il faut penser, c'est comme ça, les informations, le ceci, le cela, le rapport aux autres, les autres disent c'est ceci c'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc que l'être dans son individualité se développe dans sa tête, dans ses sensations. Voilà. Alors, il n'y a pas de poésie sans écoute préalable des émotions. Bon, ça, on l'a dit. La poésie, c'est la révélation, je dirais, des choses pour l'éternité. Donc, je vais, quelques instants, insister sur la poésie. La poésie au travers de quelques petits exemples, qui sont des exemples que je vais appeler des exemples fulgurants, comme la foudre, comme l'éclair. La poésie, c'est la saisie de l'éclair et la tenue de l'éclair. Quand on parle des Grecs et de l'origine de l'art, aussi de la philosophie, c'est presque dire que tout d'un coup, des hommes ont senti quelque chose qui se passait et se sont dit « Ah, ça disparaît, je veux le garder. J'ai saisi le beau dans cette montagne, dans cette île, à Délos ou ailleurs, etc. J'ai senti qu'il se passait quelque chose là et ça s'est échappé. Donc je veux le garder, je vais le garder par l'art. Je vais le garder par l'harmonie des formes, par la beauté des sculptures. Hein, garder la beauté. Pas pour admirer une statue, mais pour admirer la beauté. Hein, il faut se référer au monde dans lequel on pouvait être à cette époque-là, mais qui était fondamental par rapport au fait de garder l'instant, je dirais, sublime. Et ça, nous, on est tous, moi je veux dire, dans les rencontres que j'ai pu avoir avec tout le monde, tout le monde a vécu des choses qui sont comme des éblouissements. Je ne dis pas que c'est quelque chose de surnaturel. Éblouissement, parce que on est en attente de quelque chose, tout d'un coup, ça se révèle dans le ciel, dans l'autre, tout d'un coup. Baudelaire a écrit, ce poème de Baudelaire qui s'appelle La Passante, il est fantastique. Un éclair puis la nuit, fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité. C'est-à-dire, il a croisé, Baudelaire, le regard d'une femme, et ce regard, il l'a gardé dans le poème. Et parce que ce regard, il savait que, après il écrit je t'aurais aimé, et toi tu sais que je t'aurais aimé, quelque chose comme ça, je ne veux pas réciter le poème. Mais pour dire qu'il a saisi dans le regard l'éclair de quelque chose qu'il a voulu garder et qu'il a gardé dans la poésie. Et quand on lit la poésie, on sent et on comprend. Et ça nous transcende dans la rencontre avec un autre regard, ou avec le regard de la nature, le regard, je dirais, de quelque chose qui est fulgurant. Hein. Donc voilà la poésie. René Char, un grand poète français encore, qui a écrit quelque part que l'éclair me dure, que l'éclair dure en moi. C'est-à-dire, il a senti l'éclair, il s'est dit que je garde l'éclair toujours en moi. C'est-à-dire que je ne l'oublie jamais, l'éclair, que je le vive toujours en moi. Pas forcément celui-là, mais quelque chose qui s'appelle l'éclair. Voilà la poésie. Et puis d'autres, Paul Éluard, encore un poète français, elle était ravie d'une goutte de pluie. Ravie d'une goutte de pluie. Plus belle que le ciel du matin. Plus la pluie est fine, plus le monde est loin. C'est tout des rapports avec des sensations par rapport à la nature. Une goutte de pluie et je sens l'éblouissement.
et je l'écris. Une fois, je me suis trouvé invité quelque part, et quelqu'un m'a dit qu'est-ce que tu aimes moi, l'intellectuel, etc. J'ai dit oh, j'aime l'odeur de la terre quand il a plu. Oh bien, tu as des goûts simples. Il m'a dit tu as des goûts simples. Alors, j'ai dit ben, va, va au diable. Oui, j'ai des goûts simples. J'ai le droit d'aimer l'odeur de la terre quand il a plu ou j'ai pas le droit? Et si je dis que j'aime ça, qu'est-ce que tu aimes toi? On va dire, oh, moi j'aime, on va tourner autour de grands cercles lointains, etc. Hein. Après, on découvre que Éluard, il écrit ravi d'une goutte de pluie. C'est fantastique ça. Hein. Ou bien, comme je citais en Italie, Ungaretti, je m'illumine d'immense. Je m'illumine d'immense. C'est la poésie la plus courte du monde. C'est une poésie entière. Quand se lève, il faut tenter de vivre. Voilà, Hein? c'est déjà plus long. Un peu. M'illumino d'immenso. Hein. Je m'illumine d'immense et c'est un poème entier. Sur une page, il y a une ligne. Ungaretti. Bon, moi je trouve ça. Donc, je retiens l'instant et je le prolonge dans sa vérité pour l'éternité. Voilà l'artiste, voilà le poète, hein, voilà la sensation. C'est l'expérience du poème, c'est l'expérience de l'art. Donc pensez que cet art tel qu'il est compris là, on a compris qu'à partir de la poésie, on peut passer à la peinture, on peut passer à la sculpture, je veux dire sans difficulté, même on passer au lieu architectural, à l'œuvre architecturale, très certainement. Hein, donc c'est pas limité. Hein, sans parler de catégories précises. Bon. Il y a des lieux où il y a de l'architecture, des lieux où il n'y a pas d'architecture dans le sens tel qu'on le comprend banalement. Pour moi, un lieu, c'est toujours architecturé. Mais bon. Hein. Donc, c'est l'expérience de l'art, c'est-à-dire cette expérience de l'instant où on perçoit quelque chose et on dit il faut le garder. Il faut le garder. C'est ce qu'a exprimé l'artiste. Si Éluard n'avait pas senti la goutte de pluie, il n'aurait pas pu l'écrire. Il n'aurait pas pu être poète. Si Baudelaire n'avait pas senti cet éclair du regard de cette femme à cet instant-là, il n'aurait pas pu écrire son poème. C'est sûr. Donc, et ça, bon, on peut pas comment dire, une fois qu'on l'a senti, on pourra y revenir. Hein. D'ici 2 heures, bon, on pourra y revenir. Dans le sens que si on l'a vécu, peut-être que ça veut dire qu'on pourra le revivre toujours. Je suis convaincu de ça. Après, il y a des personnes que je rencontre, ça peut être des étudiants, ça peut être des personnes dans des conférences comme ça, qui veulent être hermétiques à ce discours. Moi, je ne veux pas entendre ça. Moi, j'ai jamais vécu d'éblouissement. Moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Bon, je suis sûr que c'est pas vrai. Je suis sûr que c'est pas vrai. Mais c'est presque le refus d'être soi, le refus de reconnaître sa sensibilité et sa fragilité. Qui dit sensible dit fragile. On est dans un monde où on nous demande d'être dur, hein, de résister tout le temps. Et on peut résister par la fragilité aussi, hein, humainement. Voilà. Donc, on peut passer ici tout d'un coup, comme cette petite rupture, tout en étant dans la continuité, à notre expérience ici à Roubion, avec l'exposition d'Imelda, revenir à la chapelle, ce qu'on va appeler notre propre expérience. C'est-à-dire que Roubion, tel que Imelda l'a peinte, quelque part, je n'ai pas ici l'image, mais elle est ici, dans la chapelle. C'est-à-dire Roubion un peu comme le creux d'une main, avec les falaises qui sont comme des doigts, qui tiennent Roubion dans le creux de la main. C'est une image que j'ai pu ressentir. Hein, que j'ai ressentie, ça ne veut pas dire qu'elle l'a exprimée textuellement comme ça, hein, mais Roubion dans le creux d'une main, comme ça. Hein, ce village qui s'étire dans le creux de la main avec les doigts au-dessus, hein, qui sont prêts à se refermer, comme protection et comme menace, hein, en même temps, quelque chose de sublime, on va dire, quand même. Hein, voilà. Donc ça, c'est une expérience qu'on sent
on sent tous cette ville qui s'étire. Et l'exposition, elle s'étire aussi depuis l'église jusqu'à la chapelle qui devient tout d'un coup presque comme un rééquilibrage de l'église momentanément. La chapelle qui devient un centre, l'église de l'autre côté qui est là, et entre les deux ce temps Roubion. Et les œuvres, les portes peintes, etc., d'autres sculptures qui viennent s'étendre le long de ces deux pôles qui tiennent Roubion, qui sont des lieux historiques du village. Hein, voilà. Donc, on va dire que ces œuvres, hein, puisque je suis aussi là par rapport à l'exposition, dans ce sens où c'est l'exposition qui me nourrit dans ce que je veux exprimer. Ce qui est représenté là, c'est vital pour le passant. On va dire, oh vital, tu exagères encore. Oui, j'exagère encore. Mais vital, c'est ce qui a un rapport avec la vie. Ce sont des œuvres qui ont un rapport avec la vie, qui sont nées pour donner la vie, qui sont nées pour donner quelque chose qui est la joie d'être, qui peut être aussi un peu inquiétant quelquefois. Il y a des représentations qui montrent, comment dire, aussi l'inquiétude de l'être. Mais ça aussi, ça fait partie de l'art et de la beauté de ce qui est exprimé. C'est-à-dire qui me rejoint moi. Hein, c'est-à-dire une communication. Hein, donc vitale, parce que ça me donne davantage vie. Voilà. Mais ça donne vie, c'est vital, pour celui qui s'arrête et voit. Alors ici, je ne fais que commenter, mais très, très, très brièvement, hein, l'article que j'ai écrit dans le fascicule, la brochure qu'on distribue là, où j'ai écrit un article qui parle de l'exposition, mais pas seulement. Hein. Donc je veux insister sur certains aspects simplement de ce que j'ai pu écrire, ça peut être pas bien saisi, ou celui qui s'arrête et voit. Pas simplement quelqu'un qui... Parce que je vois aussi quelqu'un qui rentre comme ça, c'est bon, et qui s'en va. Peut-être on va dire il a vu quelque chose, mais il faudrait pouvoir échanger pour ça. Parce que c'est possible aussi d'un regard voir. Mais là, il y a celui qui peut s'arrêter 1 heure et qui ne voit rien. Donc on est dans le questionnement, mais on peut comprendre ce que ça veut dire. Je m'arrête et je vois. C'est pas simplement je m'arrête pour m'arrêter. Parce qu'il y a j'ai marché là-bas, je m'arrête pour me reposer. C'est pas seulement ça. Quelque chose d'autre qui se passe. Voilà. Donc ça veut dire que chaque œuvre en elle-même, c'est-à-dire chaque porte, chaque tableau, chaque sculpture campée sur le sol, sur une paroi, etc., c'est une source d'émotion. Chacune. Ça, c'est quelque chose qui va rejoindre, je dirais, toute œuvre d'art et d'art, comment dire, l'art consacré. Parce que l'artiste aussi, c'est un questionnement. Hein, qu'est-ce qu'on entend? Donc là, il y a des philosophes qui ont écrit des livres entiers là-dessus. Bon, c'est pas si simple. En plus que la pure émotion qui peut être donnée en elle-même, ça veut dire que l'œuvre en question donne vie à ce qu'elle touche, c'est-à-dire elle donne vie à la paroi. Elle donne vie à la paroi sur laquelle elle est fixée, ou au sol, ou à l'œuvre qui est en face, ou bien à la porte qui est en face, c'est-à-dire donne vie à l'espace. Donne vie à l'espace. J'ai adoré ce que m'a dit Laurent, quand il m'a dit qu'en plein hiver, quand il n'y avait personne dans le village qui descendait et qui rencontrait les portes, et qui avait un échange avec. Hein, tu l'as dit? Bon. Et j'ai trouvé ça très, très, très fort. Moi, je ne lui ai pas demandé. Il a dit lui-même, c'est une présence qui donne vie, même s'il n'y a personne. Hein, mais à moi, elle me donne vie. C'est pas simplement qu'il faut qu'il y ait beaucoup de monde pour qu'il y ait vie. On a toujours tendance à dire, s'il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas de vie. On va dire il y a de la vie parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est un peu abusif, je pense. Hein, voilà. Donc s'il y a une clé de lecture de ces œuvres, si on veut parler de clé de lecture, ce serait une double clé de lecture. Celle de l'œuvre par elle-même qui exprime quelque chose, et puis immédiatement son rapport avec l'univers autour. Et le rapport avec l'univers autour,
au travers de ce que j'ai dit aussi précédemment, ça va être le rapport avec le lieu ici, par exemple la chapelle. Ici, ça c'est un lieu magnifique. Moi je dois dire honnêtement, hein, quand on a fini l'exposition, j'ai senti, comment dire, l'espace de la chapelle comme je ne l'avais jamais senti, comme espace. Tout d'un coup, son architecture, ses arcs, ces peintures qui restent, tout s'est mis à s'exprimer. Hein, parce qu'elle n'était pas complètement abandonnée, elle était entretenue, etc. Ce qui était formidable de la garder. Mais sentir quelque chose tout d'un coup qui lui confère une valeur qu'il ne va jamais falloir perdre une fois qu'on l'a perçue. Hein, ça, c'est une interrogation. C'est une interrogation. Donc, ce n'est pas simplement le rapport avec l'œuvre, que dire, en tant qu'individualité, c'est-à-dire une sculpture, un tableau, etc., mais c'est tout un rapport à un contexte qui est celui, qui peut être celui de là, puis celui de tout le lieu ici, et puis de Roubion en même temps, et puis au-delà, hein, au-delà de Roubion. Donc, quelque chose qui, comment dire, qui nous permet d'amplifier notre horizon, l'horizon de nos émotions. Et donc, comprendre dès maintenant que si on amplifie ça, on s'amplifie soi-même. C'est ça. C'est-à-dire qu'on se développe soi-même. Pour un instant, pour quelque chose, un temps court. Mais c'est pas le temps, dans la philosophie, c'est pas la durée. Hein, le temps, en un instant, on peut sentir plus qu'on a senti en un mois. Aussi, c'est ça la vie. Voilà. Donc, le passant qui s'arrête et voit, et s'il voit, il étanche son plaisir de vie. On revient au plaisir d'Épicure. Le plaisir de boire quand on a soif, de manger quand on a faim, et le plaisir de sentir quand on a soif d'infini, soif de liberté. Hein, parce qu'il y a ici un rapport avec la liberté. Hein, une libération de soi-même. Et là, on peut se poser tout de suite la question, mais ça, c'est la vocation de l'art, non ? La vocation de l'art, c'est de rendre libre. Ce sont des êtres libres, les artistes, qui rendent libres, pas qui rendent dépendants de ce qu'ils ont fait en tant que référence, etc., etc. L'artiste, c'est celui qui rend libre. Hein, c'est un philosophe disait, je crois que il s'appelait Wittgenstein, je ne sais plus, il disait que l'artiste c'était l'animal indomptable dans sa liberté. Hein, indomptable. C'est-à-dire qu'il n'accepte aucune, comment dire, contrainte. Hein, sa liberté. Il nous transmet ça. C'est la vocation de l'art. Provoquer l'étonnement. Provoquer l'étonnement, ça veut dire nous ramener à notre enfance, à notre étonnement, l'étonnement de la petite fille qui montre la sculpture. Parce qu'on oublie l'enfance souvent. L'artiste, c'est pas quelqu'un qui nous fait oublier l'enfance. C'est quelqu'un qui... Ou le philosophe, jamais. Un philosophe nous ramène toujours à l'enfance. Parce que quand le philosophe nous amène à l'évidence, c'est l'évidence de ce qu'on a senti déjà enfant. Hein, mais peut-être enfant, on n'y croyait pas. Les adultes nous disaient, mais il ne faut pas comprendre comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Alors qu'on avait déjà senti. Alors oublier qu'on a été enfant, oublier qu'on est enfant, c'est un crime. C'est un crime. Et souvent, combien de fois dans la vie, moi je me suis entendu dire, mais tu es encore un gamin, tu es un enfant pour parler comme ça. Eh oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, qu'est-ce que ça te fait, toi? Tu n'es pas enfant, tu as oublié. Et c'est comme ça que tu peux tuer les autres, en oubliant que tu as été enfant. Hein, on peut accepter la mort des autres facilement, comme ça, comme des événements comme ça. Quelquefois c'est important, quelquefois c'est pas important. Bon, c'est des questionnements tout ça. Donc l'interrogation par rapport à l'art, c'est un questionnement par rapport à notre vie, à ce qui se passe autour de nous, etc. etc. Bon. Donc revenons un peu à l'exposition elle-même. C'est-à-dire, on a vu qu'il y a l'émotion, on sent quelque chose. On prolonge l'émotion, c'est-à-dire on ne s'arrête pas à cet instant. L'instant, c'est l'instant, je dirais presque, de l'éblouissement. C'est comme le poète qui est ébloui, après il trouve les mots. Donc on peut être, tout d'un coup, on a senti quelque chose, et après on prolonge. On prolonge comment? On prolonge en sentant, et j'ai écrit ça, bon, le regard qui caresse la peau rugueuse du bois,
qui caresse, comment dire, la surface douce de la terre cuite insérée dans les fibres du bois. C'est des mots, moi je mets des mots sur ce que je sens, comme quelqu'un peut trouver d'autres mots. Hein, voilà, un prolongement. Les figures nous parlent, elles intensifient l'échange, des yeux perçants, des mains caressantes, un rythme musical. Et toucher, toucher, ça devient un mot essentiel. C'est-à-dire, je touche le bois me touche, l'œuvre me touche, et me touche, ça veut dire c'est énorme. Énorme, toucher. Et là, je rappelle, ici, enfin je rappelle, j'ai trouvé moi, un mot, un verbe latin, qui est le verbe mulceo, je prononce à l'italienne, qui exprimait toutes les sensations du toucher. Le toucher léger, la caresse, l'apaisement. Le même mot, le même verbe. Je dis, mais voilà, un verbe antique qui traduit ce que je sens et que je voudrais traduire et je n'ai pas le mot français. Et ça, c'est souvent le rapport aux autres langues, aux langues antiques, c'est de sentir qu'avec nos mots, on a du mal, on cherche des périphrases, où on ne connaît pas assez notre propre langue pour trouver les mots justes. Le poète, il ne trouve pas les mots facilement. Pas du tout. Pas du tout. C'est un énorme travail que le travail d'écrire. Donc, quelquefois, c'est le mot étranger qui va nous appeler à trouver les mots justes, qui peuvent être plusieurs. Donc, c'est pour ça, c'est pas pour dire, tiens, je suis un grand savant, moi j'ai trouvé Mulceo. Et parce que Mulceo, tout d'un coup, me touche, moi. Parce que c'est à la fois ce toucher léger, la caresse, l'apaisement. Donc, la matière des œuvres d'Imelda, ça touche l'observateur, au propre comme au figuré. Il y a quelque chose qui relève de l'apaisement. De l'apaisement. Mais apaisement, ça ne veut pas dire je suis heureux comme un crétin. Je suis apaisé pour être. Et être, ça ouvre la dimension de notre être et notre capacité à voir, et peut-être à ne pas accepter certaines choses, à critiquer l'univers dans lequel on est, et combattre d'une certaine manière. Moi, j'ai jamais vu mon travail comme autre chose souvent qu'un combat. Un combat avec les étudiants pour qu'ils sentent qu'ils expriment leurs émotions. Se battre avec eux pour qu'ils expriment leur sensibilité. Dur, quand même. Et c'est pas facile. Parce qu'il y a ceux qui comprennent, intellectuellement ce que l'enseignant veut dire, et puis, mais qui ne le comprennent, qui ne le sentent pas. Ils comprennent l'explication, mais ils ne la vivent pas. Et ça, c'est peut-être dans la vie, après, ça peut venir après. Donc, transmettre, conférences, en cours, etc., c'est semer aussi, d'une certaine manière. Sentir qu'on sème quelque chose pour le futur, peut-être. On peut espérer. Puis, de toute façon, on n'a pas d'autre chose. Quoi espérer de plus que tout soit compris tout de suite, qu'est-ce que ça voudrait dire. Donc ces œuvres, elles chuchotent entre elles. Elles font chuchoter les choses, elles éveillent les murs, les rues, les places. Et confèrent une existence toujours nouvelle. À chaque fois, c'est pas la même chose. Si on a senti ça ici, on va le sentir dans une exposition, sur n'importe quelle œuvre d'art. C'est-à-dire, au-delà de ce que les savants ont pu écrire, ce que moi j'ai pu sentir, je peux lire après quelque chose qui va me nourrir. Tiens, j'ai senti, mais pas... Il y a quelque chose que je n'ai pas senti, que je sens maintenant. Parce que quelqu'un l'a vu et me transmet sa sensation à lui. Ah là, c'est formidable. Et comme ça peut se développer réellement la culture, à partir de l'intérieur. Pas comme on se nourrit comme ça, de choses qui nous viennent de l'extérieur. Il faut que ce soit vécu. Donc, les œuvres donnent une existence à ce qui est, à la rue, et en même temps, elles rendent un hommage à ce qui existe déjà. Moi, j'ai toujours eu tendance à dire, quelqu'un m'a dit, mais par exemple, une fois, mais on ne peut pas peindre plus de portes dans le village, par exemple. Alors, je disais, en accord avec lui-même, mais celles qui sont peintes, elles expriment quelque chose de la porte qui se traduit sur les autres portes non peintes. Si on sent la porte, on va sentir les autres aussi. Si on s'est arrêté et si on a vu. La porte s'exprime, une autre porte peut s'exprimer sans être peinte. On a pu avoir le plaisir de voir que tout d'un coup, beaucoup de portes ont été entretenues récemment. Ça, on ne sait pas exactement l'histoire de ce qui s'est passé, mais c'est vrai.
les portes sont plus entretenues à Roubion. Hein, et pas forcément toujours avec la touche exacte, peu importe. Un souci de la porte, une reconnaissance de la porte. Ouais. La porte, c'est un être énorme, fantastique, immense, la porte, comme symbole. C'est clair. Alors, et les lieux dans lesquels on peut, se balader vivent d'autant plus que s'exprime notre imaginaire. C'est-à-dire que nous, on sent plus de choses. Hein. On vit par notre imaginaire. L'instant présent, c'est aussi quelque chose qu'on sent dans notre imaginaire, c'est-à-dire au travers de tout ce qu'on a pu vivre depuis l'enfance, etc. Ça ressort maintenant. Voilà. Donc, comprendre que ces espaces nouvellement, promus par notre imaginaire, sont des espaces de rencontre avec les autres qu'on peut aussi sentir et on peut échanger. On peut échanger. On échange avec les œuvres, mais on échange avec les autres qui ont senti les œuvres. Comme l'échange dans un lieu. On est dans un lieu, on sent tous le lieu, et une sorte de communion où on peut échanger. On peut rejoindre la dimension du religieux, je dirais, mais pas forcément. La communion, c'est aussi pas forcément. Il y a la communion dans la prière et la communion dans l'échange. D'une certaine manière, c'est quand on se rassemble. Voilà. Donc, quand on a l'impression qu'on a, senti, qu'on a affaire au travers de la rencontre avec une œuvre, qu'on a quelque chose qui peut s'appeler comme une histoire, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quelque chose, que notre imaginaire recrée une histoire. Quand je parle du toucher, etc., c'est une histoire. Quand je parle du rapport à Roubion, c'est une histoire. Eh bien, à ce moment-là, on éprouve un véritable sentiment de vie. C'est-à-dire que c'est nous qui créons cette histoire. C'est-à-dire que l'œuvre d'art nous appelle à créer ce qu'elle exprime et que nous, on va créer de notre manière. Et c'est pas rien, ça. J'ai tendance, quelquefois, à parler d'une expérience personnelle, où un jour j'étais à Rome, tout seul, et je rentre dans une église. Je m'assois, et puis je sens quelque chose. Je me dis, c'est fantastique, cet équilibre. Moi, je ne suis pas, de formation architecte. Je travaille beaucoup avec les architectes, mais quelque chose, je sens là, une dimension fantastique, une église de dimension petite, etc. Mais formidable. Celui qui a fait ça, c'est pas n'importe qui. Après, quelqu'un me dit, mais c'est Borromini. C'est un des plus grands architectes de l'histoire de l'humanité. Mais je ne savais pas que moi j'étais dans cette église qui était faite par Borromini. Je ne suis pas allé voir Borromini. Je suis entré dans une église et j'ai senti quelque chose qui était fantastique. Et après, j'ai appris que c'était Borromini. Quelqu'un pourrait me dire, mais tu es un ignorant. Tu rentres dans cette église, tu ne sais même pas que c'est Borromini qui l'a faite. Eh bien, je dis, je préfère être cet ignorant qui sent Borromini que celui qui rentre parce qu'il sait que c'est Borromini, il ne va rien sentir. Voilà. Donc, j'ai créé moi-même mon histoire. Voilà. Et je suis fier de l'avoir créée et d'avoir après compris qu'il s'agissait d'un grand architecte, où j'ai pu aller voir après d'autres œuvres. Mais c'est une rencontre. Voilà, c'est une rencontre. Comme on peut en avoir. Voilà. Donc, ce qui est transmis sous forme d'image, et comme dans la poésie, d'ailleurs, c'est aussi des images, est recréé par le sujet. C'est recréé par nous. Et c'est recréé avec une certaine modification dont on peut être fier, parce qu'on l'a créé nous-mêmes. Donc, lire une poésie, la sentir, voir un tableau, c'est créer. C'est pas simplement recevoir, c'est aussi créer. Si on ne crée pas, on ne rencontre pas. Et ça, je crois qu'il faut... Parce que ici se déploie toute l'immensité de notre être à nous qui nous est même inconnu. On ne sait pas ce que nous, on est capable de sentir. Quelque chose vient tout d'un coup, on ne savait pas qu'on était capable de ça. Ça, c'est la rencontre avec l'art. L'art, sous toutes les formes qu'on a pu appréhender. Voilà. Donc,
Après, à partir de là, bon, je pourrais dire beaucoup de choses, mais je réinsiste sur le sentiment de plénitude. Je réinsiste sur l'idée que ce qu'on a senti, cette harmonie qu'on a sentie, si on l'a vraiment senti, tout d'un coup on est conscient et ça demeure ancré en nous. Même si on ne va pas forcément se souvenir exactement de l'événement, on va dire, ce sentiment qu'on a eu de créer quelque chose à partir de ce qu'on a reçu, ça reste ancré en nous. Ça veut dire que ça peut renaître. C'est construit comme sur un roc. Et moi j'adore l'expression du roc, surtout ici. Ici, on est construit, on est sur des rocs réellement. Alors on va dire que ce qui a été senti, c'est quelque chose qui est invisible. L'artiste donne forme à l'invisible et permet de garder l'invisible. Et alors, comprendre ça, se poser des questions sur ce que ça peut dire. L'artiste donne figure à l'invisible. Oui, le sentiment, il est invisible. Ce que je sens moi, c'est invisible. Et je vais trouver les mots pour traduire l'invisible. Je vais essayer de retrouver l'invisible dans ce que, quelquefois, dans les rencontres avec des œuvres. Voilà. Donc, on a, dans cette petite intervention, touché un peu à la philosophie, à l'art, mais aussi à la philosophie, d'une certaine manière. Pas beaucoup, mais un peu. Parce que c'est là la philosophie, c'est ça. Toucher l'essentiel. Aller à l'essentiel. Donc ici, l'art fait battre le cœur de la chapelle. Et il fait battre, notre cœur. On est à l'unisson, voilà. En tant qu'être ordinaire, voilà, tout simplement. Dans la création, il y a immense libération de l'homme. L'homme qui crée, c'est-à-dire l'artiste, donne le meilleur de lui-même. C'est souvent ce qui n'est pas compris. L'artiste, bon, il fait parce que ça lui fait plaisir, mais c'est énorme ce que donne l'artiste dans sa création, les tourments, les souffrances. Simplement penser, il y a des poètes qui ont exprimé ça. Bon, trouver le mot, j'ai le mot, il s'échappe le mot, il tombe dans le puits et j'arrive plus à le retrouver. Et je ne trouve pas le mot. Et je reste des jours entiers sans trouver le mot. C'est encore Rilke qui écrivait ça. Et ces créations nous rencontrent, nous, dans notre désir de créer, de les rencontrer, de les sublimer à notre manière. Et ça peut nous permettre de créer des brèches dans les murs qui nous enserrent. Je ne parle pas des murailles, celle-là, parce que celle-là, c'est une muraille qui nous fait vivre, qui nous fait vibrer. Dans l'histoire de Roubion, etc. S'il n'y avait pas cette muraille, il n'y aurait pas cet espace, il n'y aurait pas ce lieu. Mais des autres murailles qui sont invisibles autour de nous. Et alors, je vais distribuer aux 10 qui ont le mieux écouté, parce que j'ai 10 exemplaires. Non, je plaisante, mais j'ai effectivement 10 exemplaires ici, de 2 pages. D'abord, une poésie de Konstantinos Kavafis, que j'ai déjà évoqué en Italie. Et puis, sous la poésie, un tableau de Paul Klee. Le tableau de Paul Klee, c'est l'éclair. C'est l'éclair que Paul Klee garde dans son tableau. Et lui, il a traduit l'éclair. Et Kavafis, il a écrit, c'est un poète grec, Kavafis. Sans égard, sans pudeur, sans pitié, ils m'ont cerné de hauts et larges murs. Et me voilà réduit au désespoir, songeant seulement au destin qui dévore ma pensée. Moi qui avais tant à faire au dehors, ces murs qu'ils dressaient, comment donc n'y ai-je pas été attentif ? Mais aucun bruit des constructeurs ne me parvenait, même pas un son. Lentement, ils m'ont emmuré hors du monde. C'est des murs qui se construisent autour de nous et nous, on ne les voit pas. On ne voit pas la construction de ces murs. Et tout d'un coup, on est enfermé. Et en dessous, il y a Paul Klee, et qui, par son éclair, nous libère des murs. Et Kavafis lui-même, le poète. Donc le lien
entre le poète. Et puis j'ai joint en même temps 2 photos que j'ai faites moi sur un projet à Marseille. C'est-à-dire que à un moment donné, ici il y a une forteresse, ici à la mer. Donc on se promenait et on voyait la mer au large, l'horizon, etc. Qu'est-ce que c'était beau. Ils ont restauré, ils ont investi des millions, des millions, des millions, et ils ont créé des murs qui nous empêchent de voir la mer. Et c'est le projet qui est primé, dont on parle dans les revues, etc., etc. Bon, c'est sans parole, ça. Simplement, la différence est là. Et ça, c'est ce que moi j'ai vécu, ce que je vis aujourd'hui. C'est je ne veux plus aller là-bas. J'y allais pour rêver, j'y allais avec mes étudiants, pour parler de l'espace public, pour parler du monde, l'horizon, la mer. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus voir la mer, mais c'est plus pareil. C'est plus pareil. Ils ont voulu reconstruire comme c'était il y a 2 siècles. Mais on n'est plus il y a 2 siècles où il fallait les murailles avec des canons, etc., pour protéger Marseille, qui n'ont jamais protégé. Mais recréer, ça devient imbécile à un moment donné. C'est-à-dire refaire comme c'était d'après des revues, etc., des gravures. Bon, non, mais prends ce qui est aujourd'hui, ce que tu sens, reconnais-le. Allez exprimer ça au pouvoir. Non, ça, voilà, ça, on a mis des millions, c'est-à-dire le denier public, c'est-à-dire les impôts, etc., etc. Pourquoi? Voilà, une question. Voilà. Donc là, j'en ai mis 2, j'en ai trop mis là. Donc ça, je vais vous en donner quelques exemplaires, et puis je vais vous demander, après, enfin, bon, pas maintenant, mais de lire ce que j'ai écrit sur la brochure, ici, la petite brochure de l'exposition, avec ce qui est écrit par ailleurs aussi. Ah non, mais il y a beaucoup de trucs qui sont écrits en italien, mais là, c'est en français, en italien et en français.